cette nouvelle édition de l'Instant Gouvernance de NAPF Grand Ouest. Merci de votre fidélité pour ceux qui nous suivent depuis le début. Et puis bienvenue à ceux qui découvrent cette initiative de la commission gouvernance de NAPF, commission que j'ai le plaisir de co-animer avec Laurent Lécole. Alors tout d'abord, quelques petites règles à partager pour le bon déroulement des quelques minutes que nous allons passer ensemble. D'une part, cette émission est enregistrée. Donc, merci au public de désactiver les caméras et le son de leurs ordinateurs ou iPad ou iPhone. Et vous pourrez retrouver l'enregistrement sur la chaîne YouTube de NAPF. Et puis, tout au long de l'interview, vous avez la possibilité de poser des questions dans le fil de discussion que vous avez sur la partie droite de votre écran. Et Jean-François Yerle, qui va co-animer cette édition avec moi, se fera le relais de vos questions auprès de notre invité. Jean-François, je peux te laisser peut-être quelques instants pour te présenter brièvement? Bon, je ne sais pas si Jean-François m'entend, son image est figée. Bonjour à tous. Alors, je t'entends, Anne. Désolé si ton image est figée. J'espère que vous m'entendez tous. Donc, oui, c'est bon, très rapidement, j'ai le plaisir de participer avec Anne à la commission gouvernance de NAPF. Je suis avocat spécialisé en droit des sociétés. Et donc, les sujets de gouvernance m'intéressent et m'occupent tout particulièrement. J'exerce à Nantes au sein du cabinet FIDAL. Voilà, très rapidement. Bon, très rapidement, je vais me présenter également. Donc, moi, je suis Anne Blanche et je suis administrateur indépendante. Alors, la commission gouvernance a été effectivement très active. Elle a produit 2 publications, notamment, qui sont disponibles sur le site de NAPF. L'un qui est intitulé « Vous avez dit gouvernance, point d'interrogation » et puis l'autre « Ouvrir sa gouvernance aux salariés, pourquoi pas vous ?» Alors, dans la continuité des travaux que nous avons conduits pour reproduire ces 2 ouvrages, la Commission a décidé de donner la parole aux chefs d'entreprise sur ce sujet de la gouvernance, sujet qui prend une dimension toute particulière compte tenu du contexte de crise que nous traversons, contexte qui conduit à percuter de plein fouet les enjeux stratégiques des chefs d'entreprise. Et nous sommes heureux aujourd'hui avec Jean-François d'accueillir Grégory Lecointe, qui a accepté de partager avec nous son vécu en matière de gouvernance. Alors, bonjour Grégory et merci d'être avec nous pour cette 4e édition de cet Instant Gouvernance par NAPF. Grégory, je vais vous laisser quelques instants pour vous présenter et puis peut-être présenter le groupe Virquin que vous dirigez en quelques minutes, 3-4 minutes, pas plus. Je vais faire très vite. Bonjour à tous, meilleurs vœux à tous ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Merci de me donner la parole et de me faire intervenir sur ce sujet de la gouvernance, qui est un sujet passionnant. Virquin, c'est une société familiale qui a 70 ans d'histoire et d'historique, on va dire, même si la société n'existe juridiquement que depuis 40 ans. Ses racines remontent à 70 ans en arrière, on est très fiers de ça. Notre mission, c'est améliorer le confort et l'hygiène, créer des innovations smart et esthétiques et de qualité professionnelle, évidemment, faciles à installer et à utiliser, que ce soit dans la cuisine ou la salle de bain. Notre objectif, c'est de satisfaire les clients, les installateurs, les utilisateurs avec des produits durables qui génèrent des économies d'eau ou qui font gagner du temps et de l'espace, encore une fois, dans la salle de bain et dans la cuisine. On fabrique des produits qui sont situés entre les eaux bleues et les eaux grises. Notre ambition, en fait, c'est d'être un challenger fort et reconnu sur les zones d'influence. On appelle ça les zones d'influence, c'est les pays où nous sommes implantés dans le monde. Aujourd'hui, le groupe, c'est une quinzaine de pays d'implantation physique et une cinquantaine, soixantaine de pays dans lesquels on vend régulièrement et de façon significative. Nos domaines d'expertise, donc, comme je vous le disais, ce sont les produits entre les eaux bleues et les eaux grises. Ce sont les domaines de la plomberie et du sanitaire. Donc, la plomberie, c'est tout ce qui est caché sous votre lavabo, sous votre douche, sous votre baignoire. Ce sont des siphons, des mécanismes. Et la partie sanitaire, c'est tout ce qui va être visible dans votre salle de bain. Ça va être le receveur de douche lui-même, ça va être le bâti-support, l'abattant, des produits qui se voient. Voilà, nos atouts, on les a classés en 5 grandes catégories pour présenter Virquin. Notre premier atout, mais comme tout le monde, ce sont nos équipes. On a 1300 salariés dans le groupe et on estime que chacun, on les appelle des talents et chacun contribue à être un atout pour le groupe. La deuxième catégorie d'atouts, ce sont nos clients. Et un des critères qu'on a voulu mettre en place très tôt dans l'histoire du groupe, c'est de ne pas dépendre d'un seul client ni d'une catégorie de clients. Donc aujourd'hui, on vend aux professionnels Brossette, CDO, on vend au DIY, au bricolage, Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt, on vend
à l'OEM, donc qui est le fabricant de céramique, Roca, Kohler, et on vend en e-commerce, le dernier né des branches de distribution de nos produits. Notre troisième atout, c'est l'innovation. Et je pense que toutes les sociétés parlent d'innovation. Chez Virquin, c'est vraiment dans nos gènes depuis le début de la société. Et j'ai juste dans mon bureau le premier brevet de la société qui est en laiton. Le brevet lui-même est en laiton pour les imprimantes rotatives. Ça a vraiment été à l'origine de la création du groupe et de son démarrage. La quatrième force du groupe, c'est son implantation internationale, le fait d'être réparti, notre chiffre d'affaires réparti dans 60 pays, ça permet d'équilibrer quand il y a un conflit là, quand il y a une crise économique ici, ça permet d'équilibrer notre croissance et donc notre développement. Et notre dernier atout, ce sont nos implantations industrielles. On est proche de nos clients en termes de fabrication et pour des produits comme les accessoires sanitaires, c'est un vrai plus pour les clients. Ça les rassure qu'on soit dans leur pays ou dans leur zone d'influence proche d'eux. Voilà, que dire sur la stratégie de Virquin? On l'a résumé en 3 grands mots. Donc, c'est une stratégie d'indépendance à long terme. Je pense, comme souvent les sociétés familiales, on aime rester et avoir comme vision le long terme. Le développement à l'international, c'est vraiment dans nos gènes et on veut que ça le reste. On est parti à l'international très tôt. Nous avons tous la chance d'avoir un créateur, fondateur, qui est mon père, qui a eu, dès les années 70, la bougeotte et est allé voir des pays plus ou moins lointains. Et donc, très tôt, le chiffre d'affaires s'est développé à l'international. Et aujourd'hui, c'est plus de 70% c'est 70% de notre chiffre d'affaires consolidé. Et le troisième axe de notre stratégie, c'est un équilibre entre la croissance et la rentabilité. L'objectif, c'est pas de présenter les plus gros chiffres possibles, d'être le plus gros possible. L'objectif, c'est d'être rentable et évidemment agile. Merci Grégory de cette présentation rapide. Est-ce que pour introduire notre propos autour de la gouvernance, vous pouvez nous dire en quelques mots comment est organisée la gouvernance dans le groupe Virquin? Oui, alors de façon tout à fait standard, le groupe Virquin, c'est 2 holdings. Une holding active et opérationnelle qui est Force 5, qui gère les actifs industriels, et une holding immobilière qui gère les actifs immobiliers du groupe, qui est en train de se développer au fur et à mesure où on fait des acquisitions immobilières. La dernière en date, c'est le mois dernier en Roumanie. Donc voilà pour l'organisation juridique. Évidemment, nous avons une AG annuelle dans laquelle nous avons les 5 familiaux, c'est-à-dire les 3 actionnaires qui sont mes 2 frères et moi, plus évidemment les juristes qui nous accompagnent pour le formalisme de ces AG. En dessous de ces AG, on a le conseil stratégique, ce qu'on appelle le grand C, parce que ça peut s'appeler conseil, ça peut s'appeler le comité, comme on veut, dans lequel participent nous 3, les actionnaires, et 2 externes, 2 indépendants. Et puis, la strate en dessous, c'est le comité exécutif du groupe que je préside. On reviendra tout à l'heure effectivement sur le détail de l'organisation de cette gouvernance. On comprend de la présentation que vous venez de faire du groupe que les 2 grandes caractéristiques du groupe Virquin, c'est d'être à la fois un groupe familial et un groupe très international. En quoi est-ce que ces 2 caractéristiques influent ou n'influent pas l'organisation de la gouvernance du groupe? Bon, je ne vous apprends pas ce que c'est qu'une entreprise familiale. Il y en a beaucoup autour de cette réunion. Je pense qu'il y a 2 catégories. La pression que ça peut représenter pour les équipes d'avoir un familial, c'est toujours différent d'avoir un patron propriétaire qu'un patron salarié. C'est aussi des interventions des familiaux dans un peu tous les sujets, à tous les instants de la vie de l'entreprise. Donc ça, c'est un peu la spécificité, ce qui donne un peu le sel de l'entreprise familiale. L'avantage que je vois dans une entreprise familiale, c'est la vision à long terme. On est évidemment organisé et on vise le long terme, donc on n'a pas cette lourdeur de la réaction de la bourse de demain matin. Donc on peut se permettre de faire des choses qui temporairement ne sont pas visibles ou souhaitables, qui sur le long terme payeront. Et ça, c'est une vraie agilité pour les boîtes familiales et on joue à fond là-dessus. Et puis voilà, donc est-ce que le fait d'être familial influence sur la gouvernance? Oui. Est-ce que le fait d'être familial et international influence sur la gouvernance? Je pense qu'une boîte familiale, qu'elle soit locale, la boulangerie du quartier, ou qu'elle soit internationale, ce qui la caractérise le plus, c'est le fait d'être familial. Et ça, c'est un vrai argument, je pense. Et pour nos équipes aussi. Alors,
J'ai retenu de nos échanges en préparant cette réunion, Grégory, que malgré tout, ce conseil familial conduisait à une organisation un peu particulière qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les entreprises, effectivement. C'est que vous avez d'un côté un conseil de famille, en fait un conseil familial, et puis de l'autre côté un comité stratégique, celui que vous appelez le grand C, que vous évoquiez tout à l'heure. On reviendra sur celui-là tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du conseil de famille, comment ça fonctionne un conseil de famille, et en quoi c'est différent que de se retrouver autour de la table dominicale pour un déjeuner, et quel est le rôle de chacun de vos frères qui sont aujourd'hui les actionnaires avec vous de l'entreprise et de vos parents? Alors, bon, ça c'est une question importante. Ça ne vous aura pas échappé que je n'ai pas parlé du conseil familial dans la structuration de la gouvernance, pour une raison simple, c'est que nous avons souhaité ne pas structurer le conseil familial en termes juridiques. Donc ça reste une réunion familiale. Par contre, on ne veut pas non plus que ce soit entre le poulet et la glace à l'orange qu'on aborde les sujets un peu stratégiques. Donc c'est un mix ce n'est pas statutairement existant. Le conseil familial est non formalisé. Par contre, ce n'est pas une petite réunion à la va-vite. C'est-à-dire que quand on se réunit, c'est uniquement quand il y a des sujets d'importance ou d'urgence, l'un ou l'autre. Je préfère que ce ne soit pas les deux, généralement. Mais donc, il n'y a pas de fréquence annuelle organisée. Et nous avons souhaité que ce cadre soit relativement lâche. Si quelqu'un estime le besoin, parmi les 5 familiaux, d'organiser une réunion, il peut le faire. Il n'y a une seule contrainte que nous avons mis là-dedans, c'est que lors de ces réunions du conseil familial, c'est un conseil qui est formellement organisé en termes de réunions de conseil, donc pour parler du travail. Et lors de ces réunions, on n'est pas des frères et des parents et des enfants, on est des actionnaires. Donc c'est le seul formalisme qu'on a mis à ce conseil et qui intervient relativement rarement puisqu'on le conserve pour des sujets vraiment d'importance. Alors, j'ai compris que ces sujets d'importance, c'était plutôt des sujets qui tournent autour des sujets des actionnaires, en fait, mais qu'à côté de ça, vous avez effectivement décidé la création de ce grand C, de ce comité stratégique. Alors, comité dans lequel vous avez d'ailleurs fait, et c'est aussi en lien sûrement avec votre histoire très familiale, dans lequel vous avez fait entrer des personnalités indépendantes, des membres indépendants. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce comité stratégique? D'abord, pourquoi ce comité stratégique? Comment il s'articule ou pas avec le conseil familial? Et puis, pourquoi des membres indépendants? Et comment vous les avez choisis? Quels sont les critères qui ont été les vôtres pour faire entrer ces personnalités et s'entourer de ces gens-là? Alors, à l'origine, c'est mon frère aîné qui souhaitait mettre en place ce formalisme. Mon frère est un sleeping partner. Je ne connaissais pas le conseil à l'époque, donc je n'avais pas vraiment d'opinion. On l'a mis en place pour voir, et avec le recul, c'est vraiment bénéfique. En fait, une société familiale, son principal risque, c'est l'endogénisme. On est entre nous, tout l'actionnariat est concentré dans une famille, donc le regard extérieur, il n'est pas toujours bienvenu. Vivons bien, vivons cachés, c'est typiquement une réflexion d'entreprise familiale. Or, le seul fait d'être le fils du patron, ce n'est pas un élément suffisant pour être adapté au poste. Il y a une citation de Warren Buffett que j'aime bien, c'est « J'investis dans les entreprises tellement merveilleuses qu'elles peuvent être gérées par un idiot, car tôt ou tard, ça arrivera. » C'est totalement ma philosophie. Il y a 2 biais chez le dirigeant que je vois poindre assez facilement. Celui qui réussit parce qu'il fait bien ce qu'il faut et qui surfe une vague et qui finit par se croire invincible. Et à l'opposé, celui qui a des échecs et qui finit par contaminer son équipe avec la peur de prendre des décisions. L'idée de créer ce grand C et d'y faire intervenir des externes, c'était des gens qui ne soient pas des consanguins, pas des familiaux, pas des impliqués, et qui puissent nous dire « Attention, vous êtes en train de vous tromper, si vous faites ça, voilà ce qui va se passer, et si vous ne faites pas ça, voilà ce qui va se passer. » Donc des gens d'expérience, des gens avec une expérience et donc un âge suffisant pour avoir le recul nécessaire, et en même temps une force de caractère qui permette de dire des messages qui sont évidemment pas toujours agréables. Ce que je dis souvent, c'est le grand C, je lui rends compte pour me rendre compte. Et très souvent, pendant nos échanges, c'est toujours très intéressant, mais quand je rédige le compte-rendu de nos réunions, je me dis, mais mince, ça, il faut que je le fasse. Et c'est pour moi un outil de travail, en fait, et d'amélioration.
Alors, vous mettez le doigt effectivement sur une des qualités effectivement d'un administrateur indépendant ou d'un membre externe d'un comité stratégique, c'est effectivement sa liberté de parole et sa capacité à pouvoir challenger effectivement le chef d'entreprise. On y reviendra peut-être effectivement dans le fil des questions que la salle peut poser. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le fil de conversation pour poser vos questions. Alors, juste avant de passer la parole à Jean-François pour relayer ces questions, c'est difficile aujourd'hui de ne pas évoquer le contexte de crise effectivement que nous traversons. En quoi est-ce que cette crise, Grégory, vous a amené à repenser la stratégie du groupe Virquin? Est-ce que la réflexion a évolué sur l'organisation de la gouvernance à cette occasion? Est-ce que vous pouvez nous dire si effectivement ça a eu un impact ou pas sur la stratégie, sur la gouvernance du groupe Virquin? Oui, alors je pense qu'il n'y a pas une seule personne autour de cette réunion qui n'ait pas été impactée par le Covid l'année dernière. Donc oui, on a réagi comme tout le monde, on a réagi au mieux, au plus vite. On a décidé d'accélérer la relocalisation de nos productions au plus proche du centre de gravité de nos clients, ce qui était une décision qu'on avait prise il y a environ 5 ans. Donc en cela, il n'y a pas vraiment de changement, c'est plus une accélération. Par contre, pour la première fois de l'histoire du groupe Virquin, nous avons été touchés dans l'ensemble de nos entités. Comme je vous disais tout à l'heure, une des forces du groupe, c'est d'être implanté commercialement sur une 60aine de pays, industriellement sur 6 pays. Donc, quand il y a une crise quelque part, on se repose sur les autres. C'est la première fois que nous avons été touchés à tous les niveaux et dans tous les pays, à peu près au même moment, à un trimestre près, on va dire. Et ça a été une vraie leçon d'humilité pour moi. Le fait d'être complètement international ne nous protège pas totalement des aléas. Et les conclusions qu'on a tirées de cette expérience, c'est que, alors d'abord, ça c'est la première et j'en suis très content parce que j'en étais convaincu, il est possible de faire un exercice quasiment entier sans respecter ni même consulter le budget. Donc ça c'est la très bonne nouvelle pour moi, sans pour autant faire une mauvaise année d'ailleurs. Les équipes ont été formidables parce que soumises à un stress énorme et je pense que tout le monde comprendra. En plus, pour la petite histoire, le groupe est en train de fermer un site de production en Angleterre. Vous rajoutez là-dessus le Covid, le Brexit et la pénurie des containers asiatiques, et vous avez une petite idée du niveau de stress que peuvent avoir les équipes dans un projet pareil. Mais tout le monde a joué le jeu et ça se passe relativement bien, donc ça c'est une vraie satisfaction. Le grand C également, puisqu'on parle de gouvernance, le grand C a été d'un soutien vraiment très important parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été au fond du trou au mois de mai. On était à moins 30% en consolidation, j'avais le projet qui n'avançait pas, j'avais des questions sans réponse. Et sans un externe pour me dire mais ne t'inquiète pas, fais ça, concentre-toi sur le projet, avance, mets ça en place. J'aurais pas eu ces gens-là pour me dire ne t'inquiète pas, t'es pas le seul et tout le monde est confronté à ça et vas-y, fonce. Ça aurait été plus difficile pour moi. Donc c'est un vrai soutien et je suis vraiment satisfait du fonctionnement de ce comité et je reviendrai en arrière pour rien au monde. Merci Grégory de mettre de l'eau à notre moulin parce qu'effectivement, notre credo chez NAPF, c'est qu'effectivement, la gouvernance, ça vise surtout à ce que le chef d'entreprise s'entoure et c'est dans les moments où c'est le plus compliqué qu'on a le besoin effectivement d'être entouré et pour partager et challenger ses points de vue. Jean-François, je te passe la parole pour soit relayer des questions de la salle virtuelle, soit éventuellement compléter les questions qui… Ok, Anne, merci. Oui, Grégory, dans le prolongement des questions de Anne, sur le grand C et la composition et la participation de membres indépendants, au-delà des critères que vous avez cités, l'expérience, la force de caractère, quels sont selon vous et quels sont les critères que vous avez recherchés plus précisément quant à leurs compétences éventuellement ou tout autre? Proche, pas proche, étranger, mixité. Alors en fait, on a commencé à mettre en place le Grand C en 2014, donc on en est aujourd'hui à notre deuxième comité. On a remplacé la première équipe par une deuxième, parce qu'entre-temps, on a un peu fait évoluer notre stratégie, si vous voulez. Le premier conseil, on l'a mis en place, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, je ne connaissais pas cette organisation et ce mode de gouvernance, donc je l'ai mis en place pour voir. Et l'approche avec mes frères, ça a été de sélectionner les métiers sur lesquels on voulait un regard extérieur. Donc, on est parti sur les achats, le marketing et la finance. Voilà. Donc, on l'a orienté métier et besoin de professionnalisation ou besoin d'un regard extérieur. Et en 2018, nous avons rencontré Antoine Maillot. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Il a été au conseil familial du groupe Mullier.
Et on a passé 2 jours avec lui sur voilà, qu'est-ce que le groupe Virquin, qu'est-ce que la famille Virquin et comment structurer sa gouvernance. Et puisqu'on était en transition sur la décennie 2010, on a été en transition de gouvernance de mes parents à nous trois, son conseil, ça a été de mettre en place au conseil de surveillance, au grand C, quel qu'il soit, un patron d'entreprise. Pourquoi? Parce que pour gérer la succession patrimoniale et capitalistique, il faut en face de nous et pour nous challenger. Ah, Grégory. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez, Grégory, on vous a perdu. On ne vous entend plus. Allô? Petit problème technique, semble-t-il. Semblerait, ouais. Je ne sais pas si... Juste pour Adeline utiliser ou Damien peuvent nous aider à régler ce problème. Ah, vous êtes là? voilà, Grégory, je vois que vous êtes revenu, on vous a perdu un instant. Alors, où est-ce que j'en étais rendu quand ça a coupé? On vous a perdu quand vous nous expliquiez que vous aviez fait entrer un patron d'entreprise pour vous accompagner dans la transmission que vous-même étiez en train de vivre. Oui, tout à fait, parce que le patron lui-même, avec son regard de patron, il va apporter des conseils qui ne sont plus du coup des conseils techniques, c'est plus une expertise financière ou achat ou quoi que ce soit, ou qualité, c'est quelqu'un qui va partager aussi son expérience de patron d'entreprise, et donc il va avoir une vision un peu plus large qu'une expertise technique. Et je suis très content de ce nouveau conseil qu'on a mis en place l'année dernière, oui, ça doit être fin 2019. Et aujourd'hui, on en est resté à 2. Sur le premier conseil, on avait 3 extérieurs. Sur ce nouveau conseil, on n'en a que 2. Mais bon, on n'a pas vraiment de bons chiffres, je dirais. Il faut surtout que ça matche bien et ça se passe très bien. Donc, j'en suis très content. Ok, alors de la salle, nous avons une question sur la complémentarité entre le Grand C et le COMEX. Comment l'organisez-vous? Alors, c'est une bonne question. Il y a un peu d'interaction entre le Grand C et le COMEX, et en même temps, il n'y en a pas trop. L'objectif, c'est de protéger le Grand C de l'opérationnel. Parce qu'à partir du moment où le Grand C rentre dans l'opérationnel, il perd ce recul nécessaire. Et donc, ça peut être un problème d'avoir trop d'interaction. Je dis ça et en même temps, j'ai un des membres du conseil qui est en mission de transition chez moi. Donc, c'est un peu paradoxal, mais bon, comment dirais-je, l'organisation idéale n'existe pas. Et il s'est proposé, et je lui dis, OK, mais dans ce cas-là, vous sortez du Grand C le temps de. Et je suis très content parce que non seulement ça se passe bien aussi sur l'opérationnel, mais quand il va reprendre son poste au Grand C, j'aurai quelqu'un qui a une très bonne connaissance de la société et qui donc à qui je ne pourrais pas raconter n'importe quoi et ça va me pousser à plus de performance. Donc pour moi, c'est une pression supplémentaire, mais une pression qui va dans le bon sens. Donc j'ai tout à fait accepté et ça se passe très bien. Il arrive que des membres du COMEX fassent une intervention auprès du Grand C. Chacun des 3 membres du COMEX est passé devant le Grand C au moins une fois. C'est un bon exercice, il ne faut pas le faire trop souvent, c'est tout. Ça, c'est mon analyse et c'est par rapport à la société Virquin, c'est comme ça qu'on l'a acté. Ok, merci. Une autre question sur, cette fois-ci, l'engagement des membres du Grand C, l'engagement des membres indépendants. Est-ce que c'est prenant, selon vous? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous les sollicitez trop? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est relativement compatible avec leurs autres qualités professionnelles? Et sont-ils rémunérés? Alors, oui, ils sont rémunérés et j'ai croisé des patrons d'entreprise qui avaient des amis à eux au conseil, au Grand C, une forme de Grand C qui était évidemment non statutaire, mais bon, voilà, ils s'étaient entourés d'amis et les amis leur faisaient ça gratuitement. Et même si évidemment j'aurais pu mettre ça en place et faire au passage une économie, je pense que je rémunère quelqu'un pour qu'il m'apporte un service. Si ce service n'est pas de qualité, je lui dirai. Et donc, il y a un donnant-donnant. Je te paye, tu fais les choses sérieusement. À partir du moment où c'est gratuit, c'est le copain. Est-ce qu'il va oser? Est-ce qu'il va se sentir légitime pour? Ou alors, à l'inverse, est-ce qu'il ne va pas se sentir trop légitime parce que c'est un copain et on sort un peu de l'aspect professionnel? Je n'ai pas voulu mélanger les genres. Donc, pour moi, c'est un contrat pour eux de performance à m'apporter, leur expertise à m'apporter à moi, et pour moi d'être à la hauteur de ces conseils et surtout de délivrer les résultats par rapport à leurs demandes. Donc c'est
c'est un peu une relation d'équilibre, et cette relation d'équilibre ne peut se faire que dans un cadre formel, donc contractuel, et voilà. J'attends d'eux, ils attendent de moi. Ok, l'heure avance, donc peut-être une dernière question, et j'invite ceux qui veulent en poser à rapidement le faire. En tout cas, une dernière, sinon. On a évoqué le caractère international, et là, on a vu une gouvernance très concentrée sur la holding française. Quel est votre sentiment et votre regard sur la structuration de la gouvernance à l'international et sur chacune des entités que vous contrôlez? Est-ce que vous souhaitez reproduire ce schéma ou reproduire un schéma un peu dégradé, entre guillemets, pour conserver une autorité et un contrôle avec les organes français sur, y compris les sujets propres à chacune des entités internationales? Oui, alors tout à fait. C'est un sujet, pour être très transparent avec vous, qu'on n'avait pas abordé jusqu'à maintenant. Vous avez posé la question lorsqu'on a échangé sur cette réunion. Je trouve l'idée pertinente. Je la mettrai probablement en place. Et pour moi, ce n'est pas une façon de perdre un peu le contrôle. Ce n'est pas une question de perte d'autonomie en délocalisant un peu le grand C dans les filiales. Au contraire, c'est une façon de responsabiliser et de faire monter les équipes dirigeantes dans les différents pays. Donc, je pense que c'est effectivement tout à fait salutaire. Je n'avais pas eu l'idée, vous me l'avez apporté, et je pense qu'on en parlera un jour. Par contre, on va finir de structurer les gros projets industriels qu'on a en ce moment, parce que je ne vous cache pas qu'on est quand même en train d'envisager le déménagement de 4 sites de production au total. Donc, j'ai des gros chantiers industriels. Et quand on sera sorti de ça, on aura des patrons qui seront bien en place. Et oui, on formalisera cette gouvernance à ce moment-là. Ok, alors juste une dernière question qui m'est parvenue là, c'est sur la fréquence de renouvellement des membres du comité, du Grand C. Et est-ce que ce sont des mandats entre guillemets, des fonctions qui sont d'une durée déterminée au départ, 2, 3, 4 ans? Comment se passe le renouvellement de ces apports extérieurs? Oui, et je vais la question d'Alexis avec l'innovation. Oui, ce sont je pense qu'à un moment, il faut renouveler. Parce que forcément, on va finir par avoir fait le tour du périmètre de compétences de l'indépendant. Et peut-être que l'indépendant aussi va se fatiguer un petit peu. Donc, je pense que de temps en temps, c'est bien de renouveler. Et je ne suis pas convaincu, du moins dans mon expérience, je ne suis pas convaincu qu'un même intervenant sur 15 ans soit une bonne chose. Maintenant, il ne faut pas non plus changer pour changer. Et tant que vous sentez et la pression et l'apport, cette relation dual avec l'indépendant, je pense que c'est bon signe. Tant qu'il me challenge, tant qu'il me pose des questions auxquelles je n'avais pas pensé, tant qu'il me demande de refaire un travail parce que c'est pas assez étudié, ou qu'il y a encore des questions, je sens qu'il m'apporte quelque chose. C'est assez simple. Hein. Sur le conseil précédent, on a un des 3 membres qui a commencé à patiner. Effectivement, il ressassait toujours les mêmes sujets qui étaient pour nous, y compris pour les autres membres du conseil qui n'étaient pas prioritaires. Et donc, cette personne, on a terminé son mandat avant les autres. Par rapport à l'innovation, c'est une bonne question, mais pour les mêmes raisons qu'on ne veut pas impliquer le grand C dans l'opérationnel, on n'implique pas le grand C dans les questions d'innovation, du moins les questions d'innovation technique-produit. Ils apportent évidemment de l'innovation dans la structuration, dans la gouvernance, dans l'organisation. Mais pour ce qui est des produits, c'est plus la famille Lequent qui est producteur de partage effectivement avec. Il y a quelques bruits de fond et des micros qui doivent être ouverts, si vous pouviez les couper. Ok, voilà. Donc c'est tout pour les questions, Anne. Je te laisse le mot de conclusion avec Grégory. Merci. J'aimerais rebondir sur ce que Grégory disait à l'instant, en fait, en lien avec la question effectivement sur la durée des mandats. Ce que NAPF a essayé de faire passer comme message, notamment dans ce premier ouvrage, c'est-à-dire que la gouvernance, elle doit être agile en fait, et elle doit évoluer en même temps que l'entreprise, et que la maturité de l'entreprise avançant dans le temps, il faut effectivement de temps en temps revoir le casting effectivement de sa gouvernance pour qu'il soit le plus adapté à la situation du moment. Et ça rejoint complètement ce que vous dites à l'instant. Mais merci encore beaucoup, Grégory, d'avoir partagé avec nous votre expérience de la gouvernance. Vous qui êtes en ligne, si ça vous a donné envie d'aller plus loin dans vos réflexions sur la gouvernance, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, soit dans la commission gouvernance de NAPF,
soit dans des ateliers que l'on va essayer de monter sur ces sujets-là dans les mois qui viennent. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition le mois prochain. Ce sera un grand plaisir de partager une nouvelle expérience avec vous. Voilà. Merci encore à tous et bonne Merci journée Grégory. et bonne année 2021. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.